Sport de Troyes, avec Total, partenaire officiel, vous présente le Total Paris-Dakar. Au pied de la Tour Eiffel, ici au Trocadéro, alors qu'il fait -2, -3 degrés, nous sommes le 1er janvier 1993 et le 15e Paris-Dakar s'apprête à partir. Alors que bon nombre de concurrents sont en train de s'affairer ici, nous sommes en direct de Paris à J-14 minutes maintenant. Les motards vont s'apprêter à partir. J'attends d'un moment à l'autre Gilbert Sabine qui devait me rejoindre ici. Je dois vous avouer qu'il y a pas mal d'effervescence, que de nombreux Parisiens et Parisiennes et sans doute fêtards terminent cette nuit avec un spectacle extraordinaire ici, le départ du 15e Paris-Dakar. Un Paris-Dakar qui reprend l'origine de son tracé et qui va se terminer le 16 janvier, samedi 16 janvier à Dakar. Un Paris-Dakar que je vous propose tout de suite de suivre à travers les reconnaissances qu'a pu y faire Gilbert Sabine et toute son équipe. Un Paris-Dakar que l'on découvre et que nous avons intitulé, nous personnellement, la route des sables. Jeunes gens, écoutez bien, on va vous expliquer l'itinéraire du rallye Paris-Dakar. La première étape commence d'abord à partir de Paris. Donc en Europe là-bas, au nord de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Avec des vérifications d'abord qui se sont déroulées ces 3 derniers jours à Orléans. À Paris, nous y sommes et dans quelques heures, Chaillet pour le prologue sur un circuit que vous allez découvrir, que vous découvrez maintenant. Un prologue qui déterminera l'ordre des départs pour la première spéciale. Ensuite, direction Beaune, un contrôle de passage à Mâcon, embarquement à 7 et direction Tanger. Le Maroc, le 4 janvier. Le Maroc, c'est la première fois que le Dakar s'y rend, Gilbert. Première fois que le Dakar va au Maroc. Débarquement à Tanger en fin de matinée. Tanger, la mythique, pour aller à Fès, le long de la mer, pendant 100 km. Fès, où est la plus belle médina du Maroc. Et là, est-ce que les concurrents auront le temps de visiter cette superbe ville? Malheureusement non, ils auront simplement le temps d'y jeter un coup d'œil, mais c'est tout. Alors nous, on en profite. Regardez, c'est super. On en profite, c'est superbe. C'est vraiment caractéristique de l'architecture marocaine. C'est un endroit vraiment merveilleux. Le 5 janvier, on se dirige vers l'Algérie, direction Beni Ounif, 761 km dont 295 de spécial, une mise en condition en quelque sorte. Une mise en condition, mais déjà sur des étapes très cassantes, très tourmentées, suffisamment larges pour que les camions passent facilement, mais comme vous le voyez, il y aura beaucoup d'embûches et ça permettra aux copilotes de se roder avec leurs engins de navigation. Le 6 janvier, Beni Ounif, El Goléa, 951 km, dont 741 de spécial, 100 km de piste, tout le reste au cap. Beaucoup de concurrents redoutent déjà cette étape. Ils ont raison parce que c'est le premier point fort du rallye. Il y a entre parenthèses 100 km d'ergue de sable à passer, comme vous allez pouvoir voir sur les images, et croyez-moi, ce ne sont pas des dunes très faciles à franchir. Mais c'est une première sur le rallye, cette étape est complètement dépendante du GPS. Vous voyez, du sable, beaucoup de sable. Le 7 janvier, El Goléa, Borj Mardris, 653 km, une spéciale de 465 km avec utilisation du roadbook et une superbe ville, El Goléa. El Goléa, magnifique oasis, ça c'est une classique du Dakar qui nous a été imposée par l'environnement algérien sur le plateau du Tadémet. C'est une étape excessivement rapide, c'est l'étape sprint du 15e Dakar.
étape typiquement algérienne. Hein. Typiquement algérienne, oui. Très rapide. Très très rapide. Trop rapide. Le 8 janvier, Borj Omar Driss, Tamanrasset. 735 km, dont 550 de spécial. Et là, pas de roadbook, pas de carte tracée. Le départ, le contrôle de passage et l'arrivée. C'est une étape qui va se dérouler dans un décor superbe, un décor magnifique. Mais ce sera une étape encore rapide, il y aura peu d'écart à l'arrivée. 9 janvier, Tamanrasset Adrar. L'étape la plus longue du Dakar. Une étape marathon de près de 1200 km. Avec la spéciale la plus longue, 801 km. Une étape également que redoutent bon nombre de concurrents. Surtout les camions qui vont arriver très tard dans la nuit à Adrar. Une étape qui vous a inspiré quelques réflexions sur place pendant les reconnaissances. Gilbert, on vous écoute. Pour arriver ici, ils vont des gens baver. Hein. Parce qu'il y a pas mal de navigation. Il y a beaucoup de raisons de se tromper, de changer de piste et tout. Bon, c'est bien, c'est bien. Là, il va falloir vraiment conduire juste et rapide. Il y aura des contrôles de passage de navigation pour obliger les concurrents à passer là où on veut les faire passer. Parce qu'il y aura beaucoup de navigation, je le répète. Et ça va être une étape où les concurrents vont arriver très tardivement. Mais le lendemain, c'est la journée de repos, donc ils pourront récupérer. Ils n'auront pas le temps de faire un peu de tourisme comme vous l'avez fait. Non, là c'est du tourisme, c'est en dehors de la piste. On est allé voir une sepka d'eau de pluie où il se tiennent beaucoup de mouflons. Mais ça c'est du tourisme que l'on peut faire en reconnaissance. C'est dans un décor grandiose. Et puis c'est l'arrivée à Adrar le 10 janvier avec une journée de repos bien méritée. Mais le lendemain, direction Shenachen. 691 km, dont 626 de spécial. Là encore, pas de roadbook, pas d'assistance aérienne. Non, là, ça va être une étape très difficile encore, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cordons de dunes, et pour atteindre Forfait Sainte-Marie, complètement isolé au milieu du désert, c'est très très dur. On va aller de fort en fort, c'est-à-dire de vestiges de fort de la colonisation française, et tout va se faire sans roadbook, uniquement avec une carte non tracée, avec un départ, un CP et une arrivée. Le 12 janvier, Shenachen, Bir Amran, 650 km, et là, tout en spécial. Toujours pas de roadbook, des pistes très tourmentées et dures pour les pneus. Dures pour les pneus parce que très caillouteuses. Voilà le magnifique Fort Chega que l'on peut voir. Dur pour les pneus, très caillouteuse, piste tourmentée, piste de montagne avec montée évidemment, des descentes assez vertigineuses, du sable, vraiment tout ce qu'il faut à travers des superbes falaises noires. C'est une magnifique étape et qui, je crois, va laisser des traces auprès des concurrents et des mécaniques. Le 13 janvier, Bir Amran, Attar, 610 km, 522 de spécial, une des plus belles étapes du rallye. Oui, une des plus belles étapes du rallye. Encore là, on va franchir des dunes qui ne seront pas balisées jusqu'au fort de El Galaouia. Et ensuite, il faut trouver des passes, beaucoup de navigation et on va traverser un magnifique village chargé d'histoire qui est Wadan, qui est le deuxième village seulement traversé depuis le départ du rallye. Pour ensuite rejoindre la mythique Chinguetti. Avec Attar. Et à Attar, comme Thierry l'avait fait il y a quelques années, une boucle. Thierry avait fait à Tamanrasset, un tam-tam, là on fait Attar-Attar. Oui, une boucle Attar-Attar, comme vous le voyez, avec du sable, avec de la caillasse, de la montagne, de magnifiques oasis que l'on va simplement contourner. Du sable très mou. Les concurrents vont avoir beaucoup de mal dans cette boucle de Attar-Attar. Le 15 janvier à Attar-Nouakchott, 533 km, 450 de spécial. Alors là, l'étape la plus difficile du rallye, et j'en suis ravi parce qu'elle se place justement à la fin du rallye. Je crois que la victoire sera acquise une fois la ligne d'arrivée passée. Il y a beaucoup de sable, il y a 1000 moyens de se tromper parce qu'il y a plein de pistes qui s'entrecroisent.
Il y a de la montagne, il y a de la piste de montagne, comme vous pouvez voir sur l'image. Et tout cela dans un décor somptueux, dans un décor magnifique, à la fois sauvage et rustique. Avant Nouakchott, les jeux ne sont pas faits. Hein. Ah non, avant Nouakchott, les jeux ne sont pas faits. Là, on voit l'oasis d'Oudjé, qui est un oasis qui n'est pas sur le parcours, rassurez-vous, parce que sans ça, beaucoup de concurrents y seraient restés, parce que comme vous pouvez le voir, le sol est, le moins qu'on puisse dire, très mouvant. Alors vous voyez des passages trialisants, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pas rouler à plus de 10-15 à l'heure, même en prototype, et d'autres passages avec des franchissements de dunes qui vont être très difficiles parce que le sable est très mou. Nouakchott le 16 janvier, Nouakchott-Dakar, 580 km. Nous venons déjà de faire 8300 km. Il nous en reste 580 avec une liaison de 520 km pour arriver à Dakar. Alors la innovation, nous allons faire Nouakchott-Dakar le long de la plage, le long de la mer pour aller faire la spéciale qui est la spéciale la plus désirée de tous les concurrents parce que la plus courte, 20 km, pour arriver au lac Rose, c'est-à-dire arriver près de la mer, l'arrivée à Dakar, c'est le couronnement de tous ceux qui seront là. Disons que tous ceux qui arriveront au bord de la mer, eh bien, pratiquement, on peut se dire qu'ils auront gagné. Et ils auront gagné, oui, même s'ils ne sont pas dans les premiers, ils auront gagné. Le droit de vraiment profiter de l'arrivée. Comme vous l'avez fait lors des reconnaissances. Comme on l'a fait lors des reconnaissances. Même en reconnaissance, arriver près de la mer à Dakar, c'est toujours une grande satisfaction. Voilà, j'espère que vous aurez eu l'eau à la bouche après ces merveilleuses images et comme nous, vous aurez envie de partir pour Dakar. Alors Gilbert, vous nous avez formidablement commenté ces reconnaissances. Vous êtes dans les starting blocks. Il est moins 3 minutes avant le départ de Stéphane Peresterrancel. Je vais vous laisser aller au départ, mais avant, vos impressions là. Mes impressions, d'abord, tous mes voeux à toute la France, et puis mes impressions, on part. Et je fais un grand ouf quand on part, parce que quand la caravane est partie, on ne l'arrête plus. Bon, on va pas l'arrêter. Moi, je vais vous laisser rejoindre Thierry Blanco et Stéphane Peterencel pour ce départ. Je ne sais pas si, Thierry nous entend sur le podium. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Oh oui, vous n'êtes pas loin de qui, là? Eh bien, écoutez, j'avais Jean Réveillon qui va venir vous rejoindre, notre directeur des sports de France 2, France 3. Et puis, l'ambiance sur ce podium, vous vous en doutez, Jean-Louis, à 2 minutes 30, je crois, de ce départ. Regardez, il y a énormément de monde ici. Place de Varsovie pour voir partir ses concurrents tout à l'heure. Et nous attendons bien entendu l'arrivée de Stéphane Peterencel que j'ai croisé hier soir et qui m'a fait part de toutes ses ambitions sur ce Dakar, vous vous en doutez. Et tous ces motards bien sûr étaient très tendus. On a parlé de pas mal de choses et puis d'un seul coup le regard est parti dans le vague. On sentait déjà qu'on était en Algérie dans le désert. D'ailleurs Stéphane Peterencel nous rejoint dans quelques instants. On l'applaudit, vous vous en doutez. Et comment ne pas applaudir ce fabuleux champion vainqueur du Paris-Pékin. Stéphane Peterencel va venir nous rejoindre. Il monte sur le podium. Le voici sous les applaudissements du public. On va laisser peut-être... il salue le public et puis tout de suite on va aller voir Stéphane Peterencel. Stéphane, c'est vraiment un grand moment pour vous parce qu'il n'était pas question que vous partiez au départ. Tout à fait, donc ça fait quand même 3 semaines maintenant qu'on le sait. Mais c'est vrai que pour ça, je remercie énormément Jean-Claude Olivier qui a tourné le problème dans tous les sens pour nous offrir la possibilité de partir encore cette année. Alors, ça va se passer comment, tous les 4 là? Ça va être bagarre ouverte à armes égales, je dirais. Ça m'étonnerait parce que l'ambiance est quand même conviviale entre vous, on l'a vu hier soir. Ouais, c'est très convivial, mais je crois que nous avons des employeurs différents quand même, des sponsors différents, et donc tout le monde a envie que son pilote gagne. Donc en tout cas, pour ma part, je ferai le maximum pour ne pas donner de conseils à mes camarades et essayer de filer en douce et de gagner cette course. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter bonne route et bon Dakar, bon prologue, bonne journée. À bientôt Stéphane Peterencel. Alors, derrière, vous vous en doutez, Jean-Louis, ça chauffe parce qu'il y a dans l'ordre les 4 Yamaha, celle de Dany Laporte qui a terminé second du Cap en 92. Il y a Jordi Arcarons, 3 fois champion d'Espagne de motocross avec son numéro 4. Et avant, Thierry Charbonnier, numéro 3. Votre copain Thierry Charbonnier. Pourquoi vous dites mon copain? Parce que vous avez été le voir, vous avez fait un reportage avec lui et je crois que vous êtes très bien entendu. Oui, vous savez, l'Auvergne et la Corrèze, c'est pas loin. Hein. Voilà, donc Stéphane Peterencel qui est ici encouragé par Gilbert
Sabine, Roger Kalmanovitz qui sont derrière nous et Stéphane va partir le premier en direction de Chaillé. Alors il y a sur la route pas mal de verglas, on les a avertis, les motards du reste ils partent avec des pneus, vous vous en doutez, des pneus de route, des pneus mixtes assez tendres quand même parce que ça glisse et Thierry Charbonnier en a fait les frais hier soir. Dany Laporte va maintenant accéder au podium. Alors Dany Laporte, vous le connaissez Jean-Louis, c'est un spécialiste des barras, vous savez ces courses et sprints dans le désert. Il en a gagné quelques-unes et il est là bien sûr pour vaincre, ça c'est clair, mais c'est un spécialiste des courses rapides et ce sprint de 2 semaines devrait lui convenir. Voilà, il faut peut-être préciser, Thierry, que les départs vont être donnés donc à partir de 6h15. Il y a peut-être 1 ou 2 petites minutes de retard, minute par minute. Hein. Oui. Un petit mot, alors que nous avons la poignée de main de Jean Réveillon et de Gilbert Sabine. Ah ben, écoutez, un petit mot, Jean Réveillon, Gilbert Sabine. Ce premier départ, Jean, ce premier départ, un petit peu d'émotion quand même. Bah oui, l'émotion de retrouver le Trocadéro un 1er janvier de tôt matin, c'est la tradition. Et je crois que ce Dakar sera effectivement un Dakar de tradition, un Dakar pur et dur, comme les premiers, comme ceux qu'avait conçu Thierry. Gilbert repart sur cette trace cette année, on en est très content. Et nous aussi, France 2, France 3, être sur cette opération. Vous voyez, le succès est déjà tout à fait reconnu ici par le public parisien. Mais je pense que ça va être un très beau Paris-Dakar. Et oui, Dakar, service public, sacré challenge. Oui, un challenge qu'on est vraiment très heureux de relever dans la continuité de notre partenariat avec le groupe Amaury, ASO, la Société du Tour de France. C'est un très beau partenariat et nous sommes près d'eux et nous y serons toute l'année. Merci Jean Réveillon et puis soignez-vous la voix parce que ça commence à faiblir un petit peu. Une petite extraction de voix, notre chef. Dany Laporte. Dany Laporte qui nous rejoint, le Californien. Dany. Ah ben non, il y a les photographes qui le sollicitent. Dany Laporte, encouragé par Gilbert Sabine. Dany Laporte. Comment ça va, Dany? Très bien, merci. Je suis content que je fais cette année le 15e Paris-Dakar. Vous êtes là pour gagner aussi, vous? Quoi? Vous êtes là pour gagner, you're here to win. Oui, je suis ici pour gagner. Ça va être une course fabuleuse, un sprint de 2 semaines, ça va aller très vite. La course, oui. Les premiers 3 jours est pas très vite. Après, pour 4 jours, la course est très vite. You like it? Vous aimez ça? Oui. Thierry, on peut peut-être préciser que Dany Laporte a été champion du monde de motocross en 1982 et que l'année dernière, il a terminé 2e du Paris, ce qui était donc le Paris-Le Cap. Mais dites-moi, Jean-Louis, vous avez les oreilles bouchées, je l'avais déjà dit. Ah ben écoutez, il vaut mieux le répéter. Hein. Où est-ce que vous avez mis votre langue de belle-mère en fait? Vous m'aviez promis les cotillons et tout. Eh ben, je l'ai laissé au restaurant là. Ah bon, d'accord. Ouais. En tout cas, ici, ça s'anime bien. Oui. Avec, parce que je suis, pour tout dire, je suis avec le parc des motards et avec quelques poireaux autour de moi. Oui, vous avez aperçu Raymond Loiseau déjà? Et justement, Raymond, je l'attends. Je suis près de sa moto, mais il n'est toujours pas là et il se repose. Bon. Alors que vous avez là aussi un concurrent intéressant, en l'occurrence... Ah mais attends, oui, Jean-Louis, oui. Je m'excuse de vous demander pardon de vous couper la parole. Allez-y. Mais j'ai Thierry Charbonnier qui arrive. Justement. Permettez de lui poser une petite question quand même. Oh, combien, oui, allez-y. Hein? Voilà, Thierry qui cette année a abandonné son statut de pilote d'usine avec une moto d'usine quand même pour avoir tout préparé en privé. Hein. Vous êtes mis dans la peau de l'homme d'affaires, de l'attaché de presse, du pilote et presque du mécano. Oui, c'est vrai que cette année pour partir il a fallu faire des pieds et des mains je dirais. Mais bon, le principal c'est d'être là. Ça sera ma 8e participation et j'espère que cette année ça sera la bonne. Et puis il y a eu une bonne surprise de dernière minute. Oui, puisque bon, je vais avoir une petite aide avec la loi E20 qui nous avait empêché pas mal de trucs. Et puis avec l'amendement qui est passé grâce à Michel Charras, eh bien, je vais peut-être pouvoir porter la CETA sur ma moto à partir de la prise. Eh bien, merci. Eh bien, bon Dakar, Thierry. Thierry Charbonnier, qui, il faut le préciser, adore collectionner les vieilles voitures et les vieilles motos, n'est-ce pas, Thierry Blanco? M'entend-il, Thierry? Peut-être pas, alors que nous avons à l'antenne là donc Thierry Charbonnier avec son dossard numéro 3 qui précède Jordi Arcarons, une autre Yamaha d'usine. Les 3 Yamaha d'usine, celle de Arcarons, de Laporte et de Peter Ancel,
vont se tirer une bourre, excusez l'expression, mais ça va être quelque chose de terrible. Chacun pour soi, Oui. ayant la même moto. Jean-Louis, Oui, vous avez entendu l'interview de Charbonnier? oui, j'ai entendu l'interview de Thierry. Je vous disais qu'il collectionnait les voitures, les vieilles voitures et les vieilles motos. Oui, avec Jordi Arcarons. Ah ben Jordi Arcarons, c'est extraordinaire. Il a emporté son petit déjeuner sur la moto. Je ne sais pas si on peut le voir. Il y a un croissant. Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, Jordi? Non, mais c'est une heure encore qu'on n'a pas mangé rien. Et c'est pour la liaison jusqu'à Chailly. Attention, hein, conduisez des deux mains quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Jordi Arcarons, 3 fois champion d'Espagne de motocross et puis surtout troisième au Cap en 92. C'est un sacré client que Yamaha a recruté là, pour ce Paris-Dakar. Ils seront 4, comme vous le disiez Jean-Louis, à vraiment se tirer la bourse, il n'y a pas de problème. Mais 4 chacun pour soi, Stéphane Peterhansel l'a bien précisé tout à l'heure. Alors que Jordi Arcarons, comme on l'aperçoit, part avec un casque intégral de route. Et il a bien raison parce que c'est pas vraiment très chaud. Alors que ici on s'active du côté du parc moto. Les moteurs chauffent. J'attends toujours Raymond Loiseau qui n'est toujours pas là. Mais enfin, Raymond Loiseau doit se reposer. Moi j'ai Marcel Pilet près de moi. Ah, Marcel l'Africain. Marcel l'Africain. Alors, heureux j'imagine de repartir une fois de plus. Bah oui, un petit peu tendu, mais très heureux pour la 8e fois de monter sur le podium. Tendu pourquoi, Marcel? Parce que c'est une légende, le Dakar, et puis je suis content encore de repartir. Vous voyez comment ce parcours, ça va aller très vite. Tout le monde dit que c'est un sprint de 2 semaines. Oh, je crois pas. Je crois que les pendules vont être remis vite à l'heure avec la technique des spéciales. Je pense que ça va être varié et l'optique va changer très très vite, je pense. Alors Marcel l'Africain part avec un compas d'aviation et le GPS il est où? Oh, j'en ai pas amené cette année, faute de moyens, mais je vais me débrouiller. Jusque-là, j'en ai fait 8 comme ça et je pense que ça devrait aller. Ah, bon courage Marcel Pilet, c'est extraordinaire. Ce pilote qui part sans GPS, pourtant, Dieu sait si Gilbert Sabine a dit que cet ustensile dont nous vous reparlerons au cours de ce Dakar est important pour se repérer lors des étapes où nous n'avons pas de roadbook, où les concurrents n'ont pas de roadbook. Oui, effectivement, il va falloir qu'il soit très très fort là. Mais Marcel l'Africain, mais enfin 8e participation, il connaît bien les pistes. Par contre, il aura peut-être plus de mal en Mauritanie, car là, on va découvrir quand même dans le nord de la Mauritanie des terrains que les concurrents, même après 8 participations, n'ont jamais connus. Quelqu'un qui nous a parlé de ce parcours du 15e Paris-Dakar, Franck Mion, l'autre privé. Ça y est, on est parti. Pas encore, mais 3 mètres. Encore 3 mètres, ça fait partie. Oui, c'est toujours un peu d'émotion, bien sûr. Un peu tendu, oui, parce que les départs, c'est toujours beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de public aujourd'hui. C'est le 1er janvier. C'est une date mythique un peu pour le Dakar. Et bon, on est un peu tendu, mais dans quelques jours, on sera oublié. Avec le soleil, merci Franck Mion sur la Honda Dominator. Franck Mion, c'est une petite anecdote au passage, mais il est ravi que le rallye passe non loin de Béchar, car à Béchar se sont connus ses parents. Voilà. Ah mais c'est extraordinaire ça. Et, vous voyez, j'en sais des choses. Hein. Ah bah dites donc, vous avez tenu une agence patrimoniale avant, non? Non, j'étais pas né moi. Écoutez, Thierry, je suis près de Loiseau, Raymond Loiseau, qui est arrivé. Ça y est, il s'est réveillé. C'est le numéro 47, il va partir tout à l'heure. Je suis sûr qu'avant que nous rendions l'antenne à 6h30, il nous dira un petit mot. Raymond, de toute façon, c'est formidable. Vous êtes celui qui a le plus grand nombre de participations au Dakar en tant que motard. 13e participation. C'est la 13e exactement. C'est vrai que c'est un endroit pour moi qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs, puisque la première fois que je suis parti, c'était en 1981 et nous partions d'ici. C'est vrai que 12 ans déjà. Moi, je suis très heureux. Bon, ben, écoutez, je vais vous laisser vous préparer. On se retrouve tout de suite après. Je vais laisser peut-être Thierry avec Catlois. Christian Catlois. Christian Catlois qui, pour la petite histoire, Jean-Louis Calmejane, Christian tout à l'heure était en train de vendre des pins. Vous avez dormi dans la voiture, non? Vous avez vendu des pins toute la matinée, il vous manquait un budget? Il manque un tout petit peu pour partir, mais bon, on va finir d'ici 7. Ouais. Christian, j'imagine que vous êtes très heureux vous aussi d'être au départ de ce Dakar. Évidemment, ça fait 9 mois que je rêve là-dessus, alors bon, c'est la concrétisation. Oui. Vous avez réfléchi un peu à ce parcours de cette année? Oui, j'ai regardé, oui, ça va être très très relevé. Dites-moi, pas de roadbook qui défile là? Pas de roadbook, pas de boussole, au pif. 5e participation, Thierry, pour Christian Catlois, que nous avions vu en 1986, bien malheureux. Il s'était cassé la jambe dans le Ténéré. Et là, regardez ce garçon, il est formidable. Il repart sur ce Paris-Dakar. Et je crois qu'on a de grandes chances de le voir à Dakar. C'est tout le bonheur que je lui souhaite.
Voilà, elle a mis son casque. Voilà, Marianne Bernard. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous dire un mot parce qu'elle est vraiment... Alors, la cagoule, hein, le casque, les lunettes. Ça va bien à travers le casque? Ça va, oui, merci. Ouais, pas trop froid, vous êtes heureuse de partir. Pas de roadbook non plus, je vois, qui défile. Vous n'avez pas de roadbook qui défile sur la moto? Je l'ai passé à un copain, on va se suivre ensemble pour l'instant avec Marcel. Bon, ben d'accord, alors vous avez un bon guide, il n'y a pas de problème, vous irez tout droit. Voilà, les bottes légèrement desserrées, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques concurrents qui quand même se sont équipés rapidement pour vite quitter cette place de Varsovie et rejoindre Chaillet pour le prologue. On veut la voir la petite. Voilà. Bien, Marianne. C'est possible. Alors que vous allez avoir, Thierry, Jean-Luc Martin qui va partir maintenant. Avec le numéro 9, Jean-Luc Martin qui va nous rejoindre d'ici une minute. Alors la moto n'est pas partie. Elle redémarre, on la pousse. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on pousse déjà. Première galère. Ben tiens, justement en direct, la première galère de ce 15e Dakar. Non, vous n'allez pas me faire croire qu'elle va pas démarrer cette moto. Peut-être les laisser... ben non, voilà, en silence. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas partie? Elle a juste calé avant de monter. Alors donc, comme j'allais être en retard, je lui ai dit, on va pousser. Vous êtes déjà fâché avec la moto, à ce que je vois alors? Non, mais ça va s'arranger. Bon d'accord, tout est dessus. L'emplacement pour le GPS. Elle est prête, cette Yamaha 660 XTZ, exactement, avec un immense réservoir. On est loin, bien sûr, Jean-Louis, des 4 motos d'usine, mais quand même, chez les privés, on a des préparations qui sont plus qu'intéressantes. Bien, écoutez, il nous reste 2 petites minutes avant de rendre l'antenne. Oui. Et je crois que je suis donc près de Raymond Loiseau. Alors Raymond Loiseau, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous, je sais que vous le savez, Thierry, c'est notre policier national. Oui, Raymond... attendez, Jean-Louis, je vous laisse poser une question à Raymond Loiseau. Si vraiment on n'a qu'une minute, je voudrais demander un mot à Pierre Brier, vous savez, qui fait son premier Dakar. Alors là, Pierre, c'est quelque chose de très important pour vous. Premier Paris-Dakar. Ben, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est un très très grand moment d'émotion. Vraiment très grand moment d'émotion. On va vous accompagner jusqu'au podium sous nos caméras et on sait que Pierre Brier a réuni beaucoup d'argent avec à la clé une mission humanitaire, Jean-Louis. Eh bien c'est formidable, donc je suis près de Raymond Loiseau.